Bonjour, aujourd'hui Histoire et Patrimoine prend le pari de vous faire aimer la pratique de la randonnée et nous allons en profiter pour vous raconter des histoires sur la ville de Lanester. Le circuit que nous allons parcourir ensemble va du Touldoir en longeant le Blavet jusqu'à la zone du Rohu. Puis en contournant Kership, nous arriverons à la pointe de l'Espérance. Ce sera la première partie de notre randonnée. La suite se fera en longeant le Scorff, mais nous en reparlerons dans la deuxième partie de ce documentaire. Avant d'évoquer l'histoire de Lanester, parlons un peu du plaisir que procure la randonnée. Le randonneur moyen ne court pas après l'exploit sportif, mais prend énormément de plaisir à pratiquer la marche à pied, sans avoir besoin de rien d'autre que de ses deux jambes et d'une bonne dose de courage pour les faire avancer. Il y a la rivière là pour les chiens. Il y a un accès facile aussi avec le parking là, à Saint-Nudec. Le ruisseau au Touldoir qui se jette dans le Blavet marque la séparation entre Lanester et Hennebont. J'habite le village là, oui. Et j'ai acheté là à cause de la randonnée ici, à cause du bois. On s'était dit, enfin tous les deux on s'était dit, quand on va être vieux on se promènera dans le bois. J'aime pas marcher en groupe. Quand j'ai envie d'aller m'isoler dans un coin, j'aime bien être tranquille, pas faire attendre tout le groupe, parce que je les vois passer dans le village là. Des fois je leur dis bonjour, ils me répondent même pas, ils me voient pas. Ils foncent comme des fusées. Moi j'appelle pas ça me promener, moi. Les oiseaux, ouais. C'est surtout le matin. Et puis, faut bien que je m'occupe aussi. Et puis, pour la forme. Le bois de Saint-Nudec, aux bordures du Blavet, est la propriété du département. Il est traversé par un sentier de randonnée qui vient du Touldoir vers Kermin. En contrebas, il y avait les traces d'une ancienne maison de douanier qui servait à contrôler la navigation. Nous sommes sur la propriété de la seigneurie de Saint-Nudec. En 1427, Jean Thomas est sieur de Saint-Nudec avec 2 petites fermes. Puis c'est la famille Desportes de Riantec qui va occuper les lieux, et ensuite la famille Bouthiès d'Hennebont au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est un chemin pratique, il est juste à côté de chez moi. Donc, dès que j'ai un moment, je viens marcher un peu. Je voudrais bien faire des grandes distances, mais maintenant je me réduis à 2 heures de marche ou 2 heures et demie. C'est déjà pas mal. Ouais, mais ça reste des petites distances.
Au nord-est du village du Resto est visible un promontoire dominant le Blavet. Il s'agit de chaos granitiques qui donnent au paysage un aspect particulier de mystère. Pourquoi le rocher du diable? C'était une représentation de l'enfer qu'avaient les catholiques. Au village du Resto, la chapelle est un culte à Notre-Dame du Resto qui était célébré bien avant le XVIIe siècle. Au lendemain de la guerre 39-45, le pardon du Resto est remplacé par une simple messe. En 1969, l'entreprise ferrailleur Le Toquin, qui draguait dans le Blavet, révèle des objets archéologiques, des ossements humains, des bois de cerf et un poignard en bronze, actuellement exposé au musée à Saint-Germain-en-Laye. Une copie du poignard se trouve dans le musée d'Ende. Autrefois, le Blavet regorgeait de maquereaux, de mulets, d'anguilles, de saumons, de truites de mer. Au 1er siècle, les Romains créent une petite entreprise près du village du Resto, en face de l'anse de Kerervi. Des amas caillouteux avaient attiré l'attention d'historiens locaux. C'est en 1981 qu'il fut décidé d'entreprendre une campagne de fouilles. 4 bassins furent mis au jour, 2 avoisinant les 2 mètres de profondeur et 2 autres moins profonds. Les bassins étaient recouverts d'un important toit de tuiles. Un condiment était fabriqué dans ces bassins et livré à l'exportation régionale. En 1981, le site ayant été fouillé, il a été comblé pour raison de sécurité. La randonnée est excellente pour la santé. Elle apporte un bien-être nécessaire à notre équilibre. Au bord du chemin de randonnée, près du lavoir du Petit Resto, se trouve une étrange installation. Elle ressemble à une vieille souche avec sa parure de lierre qui lui sert de camouflage. Le bélier consiste à pomper l'eau qui arrive à forte pression dans un goulet, ce qui lui permet de remonter plus haut et d'alimenter un bassin situé au-dessus. Ici, il s'agissait du lavoir du Petit Resto, qui servait aussi de réservoir pour abreuver le bétail. Dans les années 1950, 2 béliers sont encore en service dans ce secteur de Lanester, un au Petit Resto et un au village de Kerma. Cette énigmatique colonne de ciment, aujourd'hui abandonnée, était d'une grande utilité pour les habitants du Petit Resto.
Pendant la guerre, l'armement Lecaloc de Groix s'était vu refuser en 1941 par les Allemands de sortir ses chalutiers de l'Orient pour aller pêcher en mer. Lecaloc chercha un lieu pour abriter sa flottille de chalutiers. Il choisit cette vasière en face de la carrière de Kerervy. Ces chalutiers rejoignirent d'autres épaves de thoniers de Groix qui étaient déjà sur place depuis 1920 environ. Au fil des années, d'autres bateaux finirent leur carrière ici à Kerervy pour devenir un véritable cimetière à bateaux. Non, maintenant je sais qu'il ne faut pas que j'écoute ça. On est originaire de la Touraine. Ah, d'accord. Et puis là, on touriste parce que c'est le cimetière de bateaux qui nous a attirés et qu'on adore. C'est trop beau. Et vous faites un trajet assez long ou juste comme ça On ici? fait là ces bords Bretagne, ouais. Ah, carrément. Moi, je voudrais bien, mais il veut pas. Et je veux pas le tirer en charrette. C'est l'idée dernière. Ouais, on est les dernières. C'est bien. Regarde, on est filmés comme des stars, vas-y. Fais ta sortie. C'est les marches de Kerr sans à l'envers. Pendant la guerre, les Allemands installèrent du matériel de carrière à Kerervy. Ils construisent un quai sur pilotis vers le pont du Bonhomme. Des groupes de 2 ou 3 péniches pleines de sable et de pierres étaient tirés par des remorques et acheminés vers la base de Quai-Roman et les différents blocos en construction dans le pays de l'Orient. L'exploitation de cette carrière cesse définitivement à la fin des années 1960 et un stand de tir s'installe sur le site. Bah, on a été voir un ami en fait qui travaille au concessionnaire Audi et on s'est dit on va s'arrêter là. Voilà, on va se balader un petit peu avant de rentrer à la maison et puis voilà, on vient se balader. C'est un beau coin de randonnée. La création du théâtre en plein air de Kerervy date de 1981. À l'origine, c'était une initiative du théâtre quotidien de l'Orient qui souhaitait prolonger les représentations du Cid par une manifestation en été. Pendant plus de 30 ans, jusqu'en 2017, aura lieu début juillet un festival de théâtre organisé par la compagnie de l'Embarcadère. Parallèlement se déroule depuis 1984, fin juin et encore aujourd'hui, un festival de théâtre amateur, le Festival de Kerervy.
Le petit quai en bordure du Blavet a été construit en 1942 par les Allemands qui occupaient le château du Manet. Pour se rendre d'une rive à l'autre de la rade de l'Orient, les habitants du côté de Port-Louis, Merlevenez et Nostan étaient obligés de faire un long détour par Hennebont pour aller à l'Orient, ou traverser le Blavet avec un passeur. Côté Lanester, le débarquement des personnes se faisait au niveau d'un lieu appelé la lande des Bateliers. Des chemins permettaient d'accéder aux fermes et aux villages. Aujourd'hui, de l'ancien pont, il ne reste que ces deux piliers avec au sommet deux personnages, un homme et une femme. Le pont suspendu aura servi durant 80 ans. L'actuel pont date de 1974. Cette façon de se déplacer lentement, au rythme de la marche à pied, permet d'appréhender les lieux, les paysages et une multitude de détails qui nous échappent habituellement. Voici les restes d'un lavoir. À chaque marée, il était immergé par l'eau du Blavet mélangée à de l'eau de mer. En bordure du Blavet, voici une clôture originale. Il s'agit d'un reste de la balustrade de l'ancien pont Saint-Christophe. Après de longs déplacements entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, où il visitait les monastères, Saint Guénel revient en Bretagne pour fonder 3 monastères vers la côte sud du Finistère. Vers la fin de sa vie, il fonde un dernier monastère en bordure du Blavet. La chapelle actuelle a dû être bâtie au XIe siècle par des moines de Saint-Gildas de Rhuys.
bon, moi je randonne, j'ai des associations, je vais en randonnée. Moi. Oui, 10 km tous les mardis après-midi. Entre 8 et 10, ça dépend où on va. Ah ouais, bah, ça fait bientôt 30 ans que je fais de la marche. Le pardon de Saint-Guénel commence après la visite de Nominoé, le chef des Bretons. Après avoir visité le site, il impose la réforme bénédictine qui ouvre les monastères vers l'extérieur. Les gens venaient au pardon pour demander à Saint-Guénel de soigner leurs problèmes de vue. À côté de la source, voici la pierre qui, selon la légende, aurait été la pierre selon laquelle Saint-Guénel aurait demandé qu'on le repose au moment où il se sentait mourir. Le petit coin ici est impeccable parce que d'une part il y a un panneau sans interdit pour les vélos, ça c'est exceptionnel. Par contre le premier là-bas il devra interdire les vélos. Oui. Ça c'est un peu trop juste au niveau. Moi je dis c'est un passage pour piétons, mais pas on ne mélange pas le vélo et le piéton. Parce qu'il y a des gens avec les vélos, ils font n'importe quoi. Ça, le petit coin il est sympa. En 1943, pendant la guerre, les habitants de Saint-Guénel entreprirent de construire dans la falaise de petits tunnels de protection contre les bombardements. Les avions arrivaient par centaines, toujours le soir à l'heure des repas vers 19-20 heures. Les habitants terrorisés venaient se réfugier dans ces tunnels, en réalité très peu protecteurs. La magie de la marche à pied, ce sont aussi les rencontres. Croisez quelqu'un sur un sentier et il se produit toujours quelque chose. Il vous dit bonjour. Cette même personne que vous croiseriez dans n'importe quelle autre situation, dans l'indifférence, va peut-être engager avec vous la conversation. Toujours avec mon chien en fait. On fait des circuits avec le club canin de Plumeur. Voilà, dans le coin, le jeudi soir en horaire d'été et le dimanche matin en horaire d'hiver. C'est question physique quoi, ouais. Pour regarder la forme. Pour garder la forme, bah, ouais, oui, tout simplement. Ouais. Bouger toujours. Et on en marche 1h30, 2 heures. Ah, quand même. Oui, pas. Oui. Selon le temps, hein, mais. Je fais le tour de la Godane, puis je reviens sur Saint-Guénel. Ouais. Et j'habite un petit peu sur le plateau, partie haute, là, où habite le maire, l'ancien maire d'ailleurs. De se connecter à nouveau avec la nature, de se détendre, d'avoir du plaisir à s'activer. Et en plus c'est gratuit. Au revoir. Dans l'eau, on va dans l'eau. Regarde l'eau.
Ici, nous sommes à l'ancien emplacement du moulin du Plessis. À la marée montante, des vannes s'ouvraient sous la pression de l'eau de mer qui entrait dans l'étang du Plessis. Il y avait 5 moulins à eau autour et le long de la rivière du Plessis, mais seul le moulin du Plessis était habilité à produire de la farine pour les boulangeries. Le moulin du Plessis fut détruit à 2 reprises. En 1933, le feu dura 15 jours dans les sacs de blé et en 1942 lors d'un bombardement. À la Libération, une entreprise de confection occupa le rez-de-chaussée. Aujourd'hui, du moulin, il ne reste que les fondations. Le Rohu est une zone industrielle aménagée en 1973. C'était autrefois un lieu de promenade recherché par les Lannistériens. En 1830, près d'un site de briguerie, Victor Bruyère fonde une faïencerie. Réputée pour la qualité de sa production, l'entreprise gagne des prix dans des expositions nationales. Lui succédera à la tête de l'entreprise Ladislas Graindorge. Son fils prendra la relève de l'entreprise qui a compté jusqu'à 70 ouvriers. Abel Graindorge sera élu maire de Caudan. Ici se trouve l'ancien emplacement approximatif de l'ancien château du Rohu. L'origine du château du Rohu remonte probablement au temps de la Compagnie des Indes et de la Marine royale. C'était une demeure bourgeoise habitée par les officiers de la marine. Le manoir sera acquis par l'amiral Bénard, ancien ministre de la Marine. En 1944, à l'arrivée des Alliés, le château sera incendié par les Allemands. J'arrive à 60, maintenant si je ne marche pas. Après, comme je suis maçon, je suis dans le bâtiment en plus. Mais le bâtiment, comme ça use. Et si je marche, le corps il relâche, quoi. Au début du XXe siècle, la presse locale, notamment le Novelliste, relate très souvent les nombreuses histoires plus ou moins spectaculaires qui alimentent beaucoup les conversations dans les nombreux cafés de Lanester. En 1932, un énorme sanglier solitaire est repéré dans le quartier du Rohu où il sème la frayeur. Il charge tout ce qu'il trouve, les personnes et les animaux. La bête est signalée dans le bois de Saint-Nudec, puis à Kervido. Il traverse ensuite le Blavet, se retrouve à Locoyarn où il agresse un marin pêcheur, puis il déambule sur la route d'Hennebon. Il est de nouveau signalé du côté de l'Envaudan où 3 chasseurs, après une longue traque, l'un d'eux, au 8e tir, lui porte un coup fatal. Les 123 kilos de l'imposante bête, rapidement débitée et présentée sous une immense pancarte « Sanglier du Rohu », trouvent rapidement des acheteurs. Ça fait du bien de prendre l'air, enfin voilà. Et puis bon, ça entretient un petit peu. Voilà. On fait la Godenne, qu'on aime beaucoup, Saint-Guénaël. Voilà. Après, c'est dans les environs, c'est ça. D'accord. Merci. Mais je vous en prie, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bah. Et si on est moche, vous mettez pas. Là, je suis à peu près à 10 km. Et toujours dans Lanester? Non, parce que j'habite pas à Lanester. Mais quand je viens sur Lanester, j'aime bien. En plus, il y a toute la nature, là, c'est magnifique. Et vous habitez où? À Saint-Barthélemy, à côté de Beau. C'est vrai que c'est magnifique quand on voit toute la nature et tout. Moi, j'aime bien.
Même si je mets la musique, j'aime bien. En bordure du Scorff et du Blavet, les marais de Begermen et la pointe de l'Espérance, aussi appelée la pointe du Malheur, ont été comblés par la marine à partir de 1920. À cet endroit, les courants sont importants. Alors selon les circonstances, les marins qui passaient à cet endroit l'appelaient la pointe de l'Espérance lorsque le passage était facile et la pointe du Malheur lorsque c'était dangereux. Le long du Scorff, même dans les départements limitrophes. Ah ben vous êtes des bons marcheurs. Tous les jours. Et 2 heures tous les jours, minimum. Pourquoi tous les jours? Parce qu'on a besoin. Elle m'accompagne. Alors c'est qui entraîne l'autre? C'est mutuellement. Hein. Oui. Ouais, une dizaine de kilomètres tous les matins. Alors si on est courageux, on en fait une dizaine d'autres l'après-midi. Mais ça, c'est votre emploi du temps principal aujourd'hui? C'est l'emploi du temps principal. Ouais, il faut bouger. Il faut bouger. Non, souvent les gens sont étonnés, ils nous voient marcher le matin, mais alors quand ils nous retrouvent l'après-midi à marcher, alors là ils se disent ça y est, ils ont pété un boulon. Au revoir. Après le Blavet, nous allons maintenant reprendre l'ancien chemin de ronde de l'Arsenal qui contourne le terrain militaire et Naval Group. Et nous reprendrons ensuite notre chemin de randonnée à partir du chemin du pont de fer jusqu'à Pindref, qui marque la limite entre Lanester et Caudan. Le viaduc SNCF de 340 mètres fut construit en 1862 pour la ligne Savenel-Andernos de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, mais à l'époque pas encore SNCF, et inauguré par Napoléon III. Le viaduc sera démantelé en 2002 et remplacé par le pont actuel. Bonjour monsieur. Oui, attendez. Vous voulez voir quoi? On adore randonner, on randonne depuis 11 ans. On fait tout le profil français. Vous êtes d'où? Nous sommes du Pas-de-Calais, des Hauts-de-France. Parce que ça fait partie du profil français et du GR34. Alors vous êtes parti pour un long moment? Nous avons débuté il y a 11 ans et on est parti pour quelques années encore. Non. Le groupe, ça stimule. Quand on est seul, on rumine. Ah, ça apporte beaucoup de bienfaits. Déjà, il y a les échanges conviviaux qu'on peut avoir en groupe. Et puis de temps en temps, on s'isole, on marche tout seul et on médite. Et puis les bienfaits pour les muscles, pour tout. Et bien ici, ce qui est surprenant, c'est que ça tourne beaucoup de détours pour aller de l'ouest vers l'est et pour aller en direction de Vannes. Et c'est bien agréable. On n'a pas des athlètes. Hein. Un jour au coup, on y arrive, il n'y a pas de souci. Non, 20 km. On dit quoi, nous, on fait 3,5 de moyenne, on boit un café, on s'arrête pour déjeuner. Donc on n'est pas des. On n'a pas d'heure d'arrivée bien précise. On s'en moque un peu. Quoi. Non, on n'est que des amis. Comme ça s'est fait tout seul. On a décidé un jour qu'on partirait, puis on est parti.
Ça y est, pas comme ça. Allez, bonne journée, au revoir. On va passer à la télé. Et pour continuer notre promenade, je vais passer le relais à Anita qui va vous commenter la suite de notre randonnée en bordure du Scorff. Ah, salut Pascal. Comment tu vas? Bien, tu te promènes? Eh oui, exactement. Le Blavet. De randonnée de ce côté-là? Exactement. Je vais continuer de l'autre côté, tu vois, j'arrive de là et puis je vais faire le Scorff. Eh bien, bonne balade. Nous sommes ici devant le canon de Querenot, un lieu idéal pour cette pièce d'artillerie en fer battu de 3 mètres de long et pesant plus de 2 tonnes. Il reposait à 1 mètre sous terre lorsqu'il est découvert en 2009 à l'occasion du creusement des fondations du futur hôpital du Scorff. Un blason de la Compagnie des Indes orientales néerlandaises orne son fût. Cette pièce d'artillerie navale avait une portée de 600 mètres. En 1694, les Hollandais viennent observer les constructions de la Compagnie des Indes. Il s'agit sans doute d'une prise de guerre abandonnée dans l'arsenal au lieu des premières constructions navales. La construction d'une passerelle accolée au viaduc va demander 20 ans de négociations. Cette passerelle, qui va la payer? La mairie de Lorient? La mairie de Caudan? À l'époque, pas encore la Nester ou la Compagnie d'Orléans, propriétaire de la ligne de chemin de fer? C'est le premier maire de la Nester, élu en 1909, Jean-Marie Le Halpert, qui se fera un point d'honneur à faire aboutir la construction d'une passerelle qui sera inaugurée en 1911. Elle sera payante jusqu'en 1919. Elle était réservée aux piétons, aux cyclistes et aux ouvriers de l'arsenal. Avant cette passerelle, il y avait un bac pour relier les deux rives. C'est le passeur qui était chargé de percevoir le péage. On le surnommait Joe Passeur. Après l'histoire du sanglier du Rohu que vous a raconté Pascal, voici une autre histoire toujours relevée dans la presse locale. Septembre 1909, les deux passeurs du bac aperçoivent, émergeant au-dessus de l'eau, un cadavre. En s'approchant, ils constatent la présence d'un homme revêtu de son uniforme d'artilleur. Il porte des traces de coups. C'est un certain Avry, artilleur canonnier, dont les parents habitent à la Nester, à proximité. On découvre au fond de l'eau le képi d'un autre artilleur, celui d'un certain Gouarec qui accompagnait la victime. Ce dernier, retrouvé à l'infirmerie militaire, admet avoir été en compagnie d'Avry. Ils auraient subi l'attaque de plusieurs individus. Après un interrogatoire de 5 heures, il avoue s'être battu, mais prétend la légitime défense. Avry serait tombé accidentellement à l'eau. Gouarec est jugé à Nantes en novembre 1909 et condamné à 10 ans de prison. Nous sommes ici devant la batterie de Querenot. En 1746, les Anglais vont faire une tentative de débarquement à Lorient. Ils assiègent la ville pour intimider le royaume de France. 10 jours de siège et les Anglais s'en vont. Pour se protéger, la France va construire un système de défense côtier autour de Lorient, dont cette redoute batterie qui était un petit casernement. Cet endroit était une plaine bordée d'un côté par le mur de l'arsenal, appelé la batterie de Querenot, ou les remparts, et de l'autre côté, les marécages du Scar.
Le skatepark, construit sous le mandat de Thérèse Thierry, est inauguré en 2013. C'est un espace-jeu qui rencontre un vif succès depuis son ouverture, attirant des jeunes et des familles de Lanester et de Lorient. Le pont des Indes, un projet de pont qui commence pendant la guerre. Les Allemands avaient envisagé de construire un pont reliant les deux rives du Scorff. Quand la municipalité lance une étude pour décider de son implantation au début des années 90, un comité de riverains se constitue pour empêcher sa construction. D'ailleurs, beaucoup de Lannestériens ne voyaient pas vraiment l'intérêt d'un pont à cet endroit. L'avenir leur donnera tort. Aujourd'hui, ce pont est unanimement apprécié. Le long du Scorff, une première digue est sommairement aménagée en 1882 pour en faire un sentier. La construction de la grande forme de l'Arsenal s'étale de 1912 à 1923. Les déblais provenant de cette construction furent utilisés pour étoffer la digue et combler une partie de l'anse de Queronneau. La randonnée le long du Scorff, en milieu urbain, c'est une promenade d'une demi-heure. Nous sommes devant le Scorff, devant l'ancien parc à huîtres. On exploite dans le Scorff le ramassage des huîtres jusqu'en 1960. Elles étaient transportées par barque dans les parcs à l'extérieur pour les purifier. Par contre, point de moule, même si le reporter du Tour de France qui traverse le pont Saint-Christophe en 1957, Georges Briquet, vantera les moules de Lannester. Aujourd'hui, les huîtres, toujours présentes mais en faible quantité, sont impropres à la consommation. Le parc à bois de l'Arsenal. Ce parc à bois était installé sur un secteur où il y avait autrefois des pêcheries. Les eaux de la Marée et du Scorff remontaient à marée haute jusqu'au chemin de Queronneau et la rue Marcel-Samba. C'est cette ampleur de marée qui incita la Marine nationale à installer un site de conservation des bois nécessaires à la fabrication des navires de guerre. Le premier site fut installé à l'emplacement de la grande forme de l'Arsenal, dans l'anse de Queronneau, appelée la Fosse aux Mâts. En 1830, la Marine commença à aménager ici un espace de conservation beaucoup plus grand, appelé le parc à bois de Saint-Isidore. Ce parc d'environ 5000 poteaux a été conçu pour protéger le bois par immersion contre un parasite du bois appelé le taret. Ce parc à bois a servi de 1830 à 1930. Il perd progressivement son importance à partir de 1860 avec le début de la construction des vaisseaux en fer de l'Arsenal. Autrefois, il fallait payer pour traverser toutes les rivières.
C'était le seigneur local, les Rohan, qui percevait cette taxe. À cette époque, en arrivant par la grande route de Paris, aujourd'hui la rue Jean Jaurès, on traversait le Scorff avec un bac. En 1843, le duc et la duchesse de Nemours posent la première pierre d'un nouveau pont. Le pont en fil de fer, comme on disait alors, est ouvert à la circulation en 1848. Le pilier de l'ancien pont est toujours visible côté Lorient. À chaque extrémité du pont, il y avait une petite bâtisse qui servait d'octroi pour le règlement d'une taxe sur toutes les marchandises qui traversaient le pont. Commencé en 1955, le pont actuel est ouvert à la circulation en 1960. Périgot rachète à Lanester la scierie Corbière en 1936. L'entreprise emploiera jusqu'à 100 ouvriers. Elle cesse son activité en 1987. Est encore visible le petit quai d'embarquement en bordure du Scorff qui permettait le débarquement du bois qui venait par péniche du port de commerce de Lorient. En 2018, le terrain de l'ancienne scierie a laissé la place à un quartier résidentiel. Nous sommes ici à la limite de Caudan et de Lanester, pas très loin du Château du Diable. Pindref est en réalité le village situé derrière le Château du Diable à Caudan. Le propriétaire du Château du Diable était, en 1563, Guillaume d'Ondel de Pindref, qui fit fortune grâce au commerce avec la Compagnie des Indes. Il existe deux versions sur la légende du Château du Diable. Michel de Galzin parle d'un cavalier noir qui aurait été hébergé chez le passeur de Quérentré-Lanester et qui aurait enlevé la fille du passeur en se présentant sous la forme de 7 ans. Et puis il y a une autre version, celle de Job Jaffré, qui parle d'un riche marchand d'Hennebont qui se serait enrichi d'une façon douteuse, Guillaume d'Ondel. Celui-ci achète le manoir pour en faire une résidence secondaire. Il va vendre les terres du Fawédic à la Compagnie des Indes pour le roi de France. Or, les Royans, seigneurie locale, qui réside en face au château de Tréfaven et ami du roi d'Angleterre, l'accusera d'avoir vendu son âme au diable. Aujourd'hui, il ne reste que quelques ruines du château et de la chapelle. Nous venons de parcourir environ 15 km en longeant le Blavet et le Scorff. Ces deux circuits de randonnée ont été aménagés par la ville. Ils sont sûrs et peuvent se pratiquer par tronçon selon votre envie. Nous espérons que vous avez vous aussi aimé redécouvrir par la même occasion quelques pages de l'histoire de Lanester. Au plaisir de vous rencontrer sur les sentiers de randonnée de Lanester. À bientôt!